Français. Alimentation, agriculture, forêt et affaires rurales. En début d'un budget agricole de la ferme France, en forte augmentation, comme pour de nombreuses politiques publiques grâce à des crédits budgétaires accordés en dehors du cadre de la mission, le gouvernement est parvenu à commettre lors de l'élaboration de ce projet de loi de finances 5 erreurs majeures en matière agricole. 1. Ne pas pérenniser le dispositif du TOD, garant de la compétitivité de nombreuses filières, seul outil durablement efficace pour infléchir la tendance à la consommation de produits importés. 2. Sacrifier le budget des stages tutorés en école vétérinaire en dépit de leur efficacité contre la désertification vétérinaire. 3. S'abstenir de réagir à la flambée du cours des engrais malgré l'obligation votée par le Parlement de mettre en place un plan éco-azote. 4. Continuer de ponctionner les crédits du CASDAR alors que cette taxe agricole finance l'innovation agricole dont la France a plus que jamais besoin. 5. Ignorer les intérêts de communes forestières dans la politique menée actuellement pour rénover la forêt française. Le budget de la MAFER, après examen par l'Assemblée nationale, est proposé à hauteur de 3 milliards d'euros en autorisation d'engagement AE et en crédit de paiement pour 2022, en augmentation de 5 millions en AE et en recul de 32 millions d'euros en CP par rapport à la loi des finances initiale pour 2021. Les crédits du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR sont eux stables à 126 millions d'euros, pérennisant le recul de 10 millions d'euros par rapport à 2020 voté l'année dernière. Un budget agricole stable pour la mission, mais en forte progression ailleurs. Depuis 5 ans, un budget des agriculteurs se transformant peu à peu en budget du ministère de l'Agriculture. Les rapporteurs regrettent la transformation progressive d'un budget d'action agricole qui autrefois constituait un vrai levier d'action publique en faveur des exploitants en un simple budget de gestion de l'agriculture par la rue de Varennes. Les outils agricoles sont aujourd'hui disséminés un peu partout dans le budget sans aucune lisibilité globale et relèguent la mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales au rang de véhicules secondaires. Cela se traduit non seulement par l'absence de volonté gouvernementale de sincériser le budget depuis quelques années, ce qu'il faut regretter, mais aussi par la quasi-stabilité des crédits alloués. Si le quinquennat budgétaire qui vient de s'écouler s'est traduit par un recul des crédits du budget prévisionnel annuel de l'agriculture à hauteur de près de 300 millions d'euros en autorisation d'engagement, il s'agit d'un affichage trompeur puisque dans les faits, le quinquennat s'est traduit par une relative stabilité des crédits budgétaires de la mission allouée à l'agriculture. In fine, les seules mesures budgétairement significatives ces 5 dernières années sont de 2 ordres. 1. Des réponses exigées par une situation s'imposant de fait. C'est le cas du recrutement d'agents supplémentaires pour effectuer des contrôles sanitaires en raison du Brexit ou de la hausse tendancielle des indemnisations liées aux épidémies et épizooties. Cette situation traduit sans doute l'absence de réflexion stratégique globale sur le budget agricole de la France, préférant une gestion au jour le jour du système, se traduisant par une loi de finances initiale peu sincère, à un programme global et ambitieux pour notre agriculture. 2. Une hausse structurelle des dépenses informatiques et immobilières du ministère. S'ils ne remettent pas en cause la nécessité des investissements informatiques du ministère, souvent liés à une instabilité normative, les rapporteurs s'interrogent sur la tendance de fond que connaît le budget de la mission qui revient à remplacer petit à petit les crédits dédiés aux agriculteurs par des crédits dédiés au ministère de l'Agriculture. Le budget présenté pour 2022 poursuit cette tendance de fond, transformant un budget d'action en budget de gestion agricole en suivant 3 principaux mouvements.
Des reculs expliqués par la fin ou l'abandon de dispositifs exceptionnels, à savoir l'arrêt des exonérations exceptionnelles de charges pour les viticulteurs octroyées en 2021 en raison de la Covid-19 et la non mise en place du fonds aval de soutien à l'agroalimentaire. Des augmentations de crédits dues à des facteurs s'imposant au ministère. La hausse des cofinancements sur les MAEC ou des crédits dédiés à l'agriculture biologique, ainsi que la subvention exceptionnelle octroyée à l'ONF en raison de ses difficultés financières. Une poursuite de l'inquiétante tendance à la hausse des crédits administratifs du ministère de l'Agriculture pour des dépenses informatiques ou de personnel. Dans la lignée des recommandations de M. Gabanel et de Mme Ferrat sur les agriculteurs en détresse, les rapporteurs se félicitent du doublement de l'enveloppe dédiée à l'aide aux agriculteurs en difficulté, audit de l'exploitation et aide à la relance des exploitations agricoles. Toutefois, tout en regrettant que le plan de prévention maintes fois annoncé par le ministre n'ait toujours pas été dévoilé à ce jour, ils appellent désormais à une réforme de ces aides pour en simplifier l'accès et lever enfin les blocages qui les rendent inopérantes aujourd'hui, recensés dans le rapport de la commission après enquête auprès de tous les services préfectoraux concernés. L'ONF connaît un déficit chronique qui témoigne de l'obsolescence de l'adage «le bois paie la forêt». Auparavant, au cœur de son modèle économique, même si plus de la moitié de ses ressources proviennent toujours de ses activités dans les ventes de bois, sa dette cumulée s'élèverait à environ 430 millions d'euros fin 2021. Après des années de déni, une prise de conscience était advenue en 2020. Le déséquilibre structurel de l'ONF étant pour la première fois retracé dès les budgets prévisionnels. La trajectoire financière de l'ONF annexée au COP État-ONF 2021 à 2025 laisse entrevoir un retour à l'équilibre budgétaire à horizon 2025, même si de l'aveu de la direction de l'ONF, cet objectif sera difficile à atteindre. Toutefois, la hausse du cours du bois et l'augmentation de la demande en bois d'œuvre stimulée par la RE 2020 sont des signes d'un redressement. En attendant de mesurer ces effets, le déficit prévisionnel de l'année de l'ONF devrait être divisé par 2 par rapport à la prévision pour se situer à 40 millions d'euros, principalement grâce à un apurement réalisé par l'État par le biais du plan de relance 30 millions d'AE au titre du régime forestier qui pourrait être complété par l'enveloppe annoncée en juillet 2021 et par des subventions exceptionnelles transitant par la mission budgétaire à hauteur de 30 millions d'euros dans le collectif budgétaire de fin d'année, de 20 millions d'euros dans le PLF pour 2022 et de 10 millions d'euros dans le PLF pour 2023. La subvention exceptionnelle de 20 millions d'euros à l'ONF explique les 2 tiers de la hausse de 30 millions d'euros de autorisation d'engagement et de 27 millions d'euros de crédits de paiement au projet de loi de finances 2022 pour les crédits forestiers. Le résidu provenant de l'abondement du fonds stratégique forêt-bois et de la hausse des crédits en faveur de la restauration des terrains en montagne. La vision ne serait toutefois pas complète sans prendre en compte l'ensemble des crédits budgétaires alloués à l'agriculture, y compris hors périmètre de la mission et sans mentionner les dernières annonces gouvernementales. Par rapport au montant du budget agricole voté lors de la loi de finances pour 2021, les crédits agricoles annoncés par le gouvernement pour l'exécution 2021 et les années à venir se traduisent par une augmentation de près de 4 milliards d'euros des crédits dédiés à l'agriculture en autorisation d'engagement et de près de 2 milliards en crédits de paiement, à la fois par le biais des lois de finances rectificatives, des crédits du plan de relance et du plan France 2030. Cela correspond à plus du doublement du budget voté l'année dernière. Dans le détail, l'exécution anticipée des crédits dédiés à l'agriculture s'écarte significativement de la programmation initiale en raison principalement des aléas climatiques pénalisant les producteurs agricoles.
850 millions d'euros ont ainsi été débloqués en cours d'année pour abonder la mission. 350 millions d'euros lors de la première loi de finances rectificative pour 2021 et 500 millions d'euros lors de la seconde. À ces crédits relevant du périmètre de la mission s'ajoutent ceux des divers plans de relance et d'investissement relevant d'autres missions budgétaires. Le rythme de décaissement des crédits de plan de relance qui ont fait l'objet d'une ouverture de ligne de 1 milliard pour la transition agricole l'année dernière s'accélérera cette année puisque près de 730 millions d'euros de crédits de paiement sont inscrits pour cette année. L'ampleur de l'effort est significative au regard des crédits en rythme de croisière. Le volet forestier du plan de France Relance s'élève par exemple à 200 millions d'euros, dont 150 millions d'euros consacrés au renouvellement forestier via un fonds dédié, alors que l'action dédiée de la mission a été dotée à hauteur de 247 millions d'euros en 2021. Toutefois, les enveloppes proposées répondaient à un réel besoin des filières, ce dont témoigne la rapidité des décaissements et le sous-dimensionnement de certains dispositifs. Ce fut le cas, par exemple, pour l'aide à l'acquisition d'agroéquipements permettant de s'engager dans la transition écologique en matière agricole. Plus de 15 000 dossiers ont été déposés pour un montant d'aide demandé supérieur à l'enveloppe disponible dès la première année. Il en va de même pour la première tranche d'aide aux investissements visant à se mieux se prémunir des aléas climatiques pour l'aide à la modernisation des abattoirs ou pour les aides à la structuration des filières génétiques et protéines. De même, le plan de relance forestier qui a principalement ciblé la forêt privée est le secteur de la première transformation pour moderniser l'outil industriel et accompagner la hausse des prélèvements prévue par le PNFB a donné lieu à une mobilisation inédite de la filière. L'ensemble des crédits ont été consommés en 2021. Par conséquent, le second projet de loi de finances rectificative pour 2021 abonde le volet agricole et forestier du plan de relance de 300 millions d'euros supplémentaires, afin de doper les dispositifs agroéquipements et les investissements permettant de lutter contre les aléas climatiques, 180 millions, d'investir dans les refuges pour animaux de compagnie, 15 millions, et d'augmenter de 100 millions le volet forestier. La clé de répartition amont-aval devant être rendue lors des assises de la forêt et du bois. Sur ce dernier point, les rapporteurs veilleront à ce que le pilotage ministériel à dominante économique de ces assises ne conduise pas à adapter l'amont à l'aval, car c'est au contraire l'appareil productif qui doit s'adapter à la diversité des essences, l'un des atouts majeurs de la forêt française. Enfin, le plan France 2030 prévoit un budget dédié de 2 milliards pour l'agriculture et la forêt, dont 500 millions en fonds propres à horizon 2030, pour investir dans une alimentation saine, durable et traçable afin d'accélérer la révolution agricole et alimentaire sur laquelle la France est un pays leader, auquel s'ajoutent 880 millions dans le programme investissement d'avenir pour la troisième révolution agricole. Deux anomalies liées au CUMA à corriger. Les rapporteurs ont été alertés des difficultés liées à la rédaction imprécise de deux dispositifs essentiels excluant de facto et de manière incompréhensible les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole. Les CUMA sont exclus du bénéfice du dispositif du TOD favorisant l'embauche de travailleurs saisonniers alors qu'elles sont des employeurs agricoles et que tous les autres groupements d'employeurs agricoles sont eux éligibles au dispositif.
de la réforme de la taxe à l'essieu en 2021 a abouti à la mise en place d'une exonération uniquement applicable aux véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes, excluant les solutions de mise en commun de matériel permises par par la forme des CUMA. En outre, la taxe ne concerne que la récolte sans prendre en compte les besoins de transport des effluents d'élevage ou d'intrants pourtant nécessaires à l'activité agricole. Ils appellent à ce que ces deux anomalies soient corrigées au plus vite. Le budget pour 2022 ne peut être qu'un budget de transition dans l'attente de réformes d'ampleur qui seront mises en œuvre dans les mois à venir. L'année prochaine, le budget agricole ne pourra ressembler à sa mouture actuelle en raison de la réforme de la PAC, de la loi à venir sur l'assurance récolte et de l'éventuelle disparition programmée du TOD. Concernant la mise en place de la maquette des aides de la politique agricole commune à compter du 1er janvier 2023, les rapporteurs estiment qu'il n'est pas à exclure que les apurements communautaires soient en diminution dès lors que la philosophie du système du contrôle évolue, dès lors que les objectifs fixés sont atteints. En parallèle, le gouvernement, s'il veut maintenir l'enveloppe des indemnités compensatoires de handicap naturel, devra trouver un financement national complémentaire de près de 108 millions d'euros dès lors que l'Union européenne baisse son cofinancement de 75 à 65%. La question se pose de la même manière pour les régions, puisque l'Union européenne baisse son cofinancement sur les aides à l'installation. Il est nécessaire que l'État et les régions entament un dialogue sur ces modalités de financement de la nouvelle PAC en raison de l'évolution des cofinancements européens, notamment sur le volet installation. S'agissant de la réforme de l'assurance récolte, le président de la République a annoncé une enveloppe annuelle de 600 millions d'euros financée par des crédits européens et nationaux pour abonder le nouveau système d'indemnisation des calamités agricoles. Cette ligne est de nature à bouleverser l'équilibre actuel de la mission, sans que l'on connaisse à ce stade les modalités de financement retenues. Enfin, malgré les appels réguliers du Sénat à sa pérennisation, le régime d'exonération de cotisations pour les employeurs de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi saisonniers en agriculture, dit TOD, a une fin programmée à fin 2022. Cela pourrait avoir un impact budgétaire non négligeable sur la mission de près de 100 millions d'euros. Toutefois, les rapporteurs appellent le gouvernement à conserver ce dispositif essentiel pour la compétitivité de nombreuses filières agricoles. La Commission des affaires économiques appelle le gouvernement à lui présenter au plus vite un schéma de financement des nouvelles lignes budgétaires induites par les réformes à venir pour préparer au mieux le budget de 2023. Proposition adoptée des rapporteurs. À l'initiative des rapporteurs de la mission, le Sénat a adopté une pérennisation du dispositif TOD au-delà de 2023 lors de l'examen en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. L'Atlas démographique vétérinaire pour 2021 confirme la tendance de ces dernières années. Près d'un département sur deux est désormais concerné par le phénomène de désertification vétérinaire. La hausse exceptionnelle de l'effectif de vétérinaires spécialisés en animaux de rente en 2021 n'aurait pas la dynamique. Le nombre de vétérinaires spécialisés dans les animaux d'élevage accuse un recul de 15% ces 5 dernières années, principalement en raison de la spécialisation des jeunes générations pour les soins aux animaux de compagnie ou aux chevaux. Par conséquent, à défaut de remplacement par de jeunes praticiens, des anciens vétérinaires ruraux proches de la retraite, le manque de vétérinaires dans certaines zones d'élevage s'aggravera. Le Sénat a obtenu l'adoption d'un dispositif innovant permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de pouvoir attribuer
des aides aux vétérinaires dans des zones à faible densité d'élevage, dites éligibles, où l'offre de soins vétérinaires est déficitaire par rapport à la demande en soins sous réserve que les vétérinaires s'engagent à exercer ou s'installer dans ces zones. Des aides peuvent également être attribuées aux étudiants effectuant des stages dans ces zones ou acceptant de s'engager à travailler dans ces zones. L'arrêté du 8 novembre 2021 a défini ces zones qui, à ce stade, concernent toutes les régions françaises. Ce n'est toutefois pas une raison pour saper un autre moteur très efficace pour inciter les jeunes praticiens à s'engager auprès des éleveurs: les stages tutorés au sein des écoles vétérinaires. En cinquième année, les étudiants peuvent s'engager dans un stage tutoré de 2 à 18 semaines, fruit d'un partenariat entre l'école et un cabinet vétérinaire indemnisé pour le tutorat. À ce jour, parmi les élèves qui ont pu en bénéficier, 84% d'entre eux ont fait le choix d'exercer à l'issue de leur étude en production animale. Le succès de ce programme se traduit dans l'augmentation du nombre de candidatures d'étudiants qui a plus que doublé en 2021 à 2022. 91 candidats contre 43 l'année précédente, ainsi que du nombre de structures d'accueil, 105 contre 53 l'année précédente. Toutefois, malgré cet engouement, le budget prévu PLF 2022 est identique à celui de 2021. Il en résultera une baisse importante de la dotation de l'État aux structures vétérinaires d'accueil et aux écoles vétérinaires, de nature à remettre en cause la promotion et l'efficacité de ce programme de stage tutoré. Les dotations octroyées à ces organismes seront divisées par deux, ces dernières devant prendre en charge elles-mêmes les surcoûts induits, le surcoût étant de 3 000 € par étudiant pour les structures vétérinaires d'accueil et de 1 700 € pour les écoles nationales vétérinaires. Ce transfert de responsabilité de l'État aux organismes va désinciter les acteurs économiques à s'investir dans le dispositif, entraînant par là même la fin de ce dernier. Les rapporteurs estiment qu'au regard de ces excellents résultats face à la désertification vétérinaire, il convient à l'inverse de conserver en stabilisant la dotation par étudiant. Proposition de la Commission: pour ne pas pénaliser le dispositif le plus efficace pour lutter contre la désertification vétérinaire, doubler le budget des stages tutorés en école vétérinaire pour maintenir l'actuelle dotation par étudiant. L'article 268 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience a créé un article L 251-1-1 au sein du Code rural et de la pêche maritime instituant un plan éco-azote. Pris après avis d'une instance de concertation et de suivi, il valorise et promeut des démarches et pratiques contribuant à une réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux quantités utilisées d'engrais azotés minéraux. Les rapporteurs s'étonnent que le budget pour 2022 ne traduise pas ce dispositif voulu par les parlementaires, alors même qu'une ligne budgétaire existe pour le plan Ecophyto. C'est d'autant plus anormal que ce plan semble de plus en plus urgent en raison de la hausse très importante des cours des fertilisants subis par les exploitants. En quelques mois, ils doivent faire face au doublement du prix de l'ammonitrate à une multiplication par 2,5 du prix de la solution azotée et un quasi-triplement attendu pour le prix de l'urée importée. Si cette situation s'explique en partie par la hausse du prix du gaz constatée sur les marchés mondiaux, elle provient également de barrières tarifaires à l'importation imposées par l'Union européenne, que cela concerne des droits anti-dumping envers la Russie ou les États-Unis ou des droits MFN. Cette flambée des coûts fait peser des risques majeurs à la fois sur la qualité des récoltes à venir,
mais aussi sur les perspectives de rendement. Éléments perturbateurs qui pourraient modifier la structure des assolements et entraîner un déséquilibre interfilière. Des voies de diversification et de recherche de solutions alternatives, tant pour réduire les quantités utilisées sans réduction de l'efficacité recherchée et sans surcoût pour les agriculteurs existent, mais elles ne permettent pas à ce stade d'apporter une réponse satisfaisante. La recherche doit être davantage mobilisée et à court terme. Il convient d'envisager des appuis pour réduire le surcoût induit pour les exploitants et de les accompagner par des solutions opérationnelles et un accompagnement adapté. C'était tout le sens du plan Écoazote voté lors de la loi climat et résilience qui ne s'est traduit par aucun mouvement budgétaire dans le budget. Tout se passe comme si le gouvernement comptait s'abstenir d'utiliser cet outil. À l'inverse, les rapporteurs estiment qu'il s'agit d'un instrument stratégique pour surmonter la crise conjoncturelle vécue par les exploitants tout en les aidant à relever le défi structurel d'une meilleure maîtrise des émissions des engrais azotés. Proposition de la Commission. Mettre en place les financements nécessaires à l'accompagnement d'un plan éco-azote ambitieux et efficace en cette période de flambée des cours des engrais azotés pour promouvoir les dispositifs alternatifs et les techniques réduisant les quantités utilisées en suivant trois axes. 1. À court terme, suspendre les barrières tarifaires à l'importation d'engrais azotés qui pénalisent les producteurs en augmentant artificiellement les prix. 2. À moyen terme, développer les innovations de rupture pour accompagner les besoins des exploitants pour ne pas amputer les rendements tout en réduisant les émissions de prosoxyde d'azote et d'ammoniac. Simplifier les règles relatives à l'utilisation d'engrais organiques qui peuvent être relocalisés, sanctuariser la réglementation sur les inhibiteurs d'uréase ou de nitrification, favoriser la sélection variétale, l'agriculture de précision, l'irrigation et promouvoir les innovations pratiques. 3. Pour agir à long terme, promouvoir un accompagnement financier, technique et humain aux exploitants pour les aider à se saisir d'outils de pilotage, d'épandage, de précision et pour mieux les former aux nouvelles pratiques comme le fractionnement. Historiquement, le CASDAR est le successeur du Fonds national de développement agricole géré par l'Association nationale pour le développement agricole. De 1966 jusqu'en 2002, co-géré entre les pouvoirs publics et la profession agricole, le fonds alimenté par des taxes payées par les filières agricoles a été imaginé par les agriculteurs pour contribuer au financement de l'agriculture de demain. Les agriculteurs se voulaient contributeurs de l'innovation agricole. Au moment de l'adoption de la loi organique, loi de financement en 2006, pour diverses raisons légitimes, l'État a choisi de transformer ce fonds en un compte d'affectation spéciale, développement agricole et rural. CASDAR, la collecte des taxes et la gestion du fonds étant transférées à l'État, ce dernier confiant ses crédits dédiés à la recherche et à l'innovation à des opérateurs agricoles spécialisés, notamment par le biais d'appels à projets. Si les modalités pratiques ont évolué, l'esprit du dispositif demeure toujours le même. Le CASDAR est un outil essentiel de financement de la recherche et de l'innovation par les agriculteurs pour les agriculteurs, tout en permettant de réaliser une péréquation essentielle entre les filières. Les plus petites filières bénéficiant de financements voués à la recherche qu'elles ne pourraient obtenir si elles ne faisaient contribuer que leurs adhérents. Le CASDAR fait l'objet d'un plafonnement défini chaque année en loi de finances à hauteur des recettes prévisionnelles estimées par le gouvernement. Toutefois, depuis 2016, en dépit des ouvertures
supplémentaires pouvant avoir lieu en loi de finances rectificative, les recettes fiscales effectivement constatées ont systématiquement dépassé les autorisations d'engagement octroyées au cours de l'année. Concrètement, une partie importante des taxes payées par les agriculteurs au profit de leur innovation est fléchée vers le budget de l'État. Tout surplus étant automatiquement écrété à son profit, c'est un détournement légal mais illégitime de l'esprit du dispositif. Depuis 2021, ce phénomène prend une ampleur plus grave encore, le gouvernement ayant décidé de baisser le plafond de 136 à 126 millions d'euros. Cette baisse était, cette baisse était justifiée l'année dernière par une prévision à la baisse portant sur le chiffre d'affaires de la ferme France. Les rapporteurs estimaient que ces données étaient clairement pessimistes et dissimulaient en réalité une volonté de réaliser une économie budgétaire déguisée en baissant le plafond. Les dernières prévisions pour 2020 leur donnent raison puisque le rendement de la taxe s'est finalement établi à 140 millions d'euros, soit un écart de 14 millions d'euros par rapport au plafond voté en loi de finances initiale. Si le projet de loi de finances, si le projet de loi de finances rectificatif du gouvernement pour la fin d'année 2021 prévoit une rétrocession de 10 millions d'euros, l'État réalisera encore cette année une ponction de 4 millions d'euros au détriment de l'innovation agricole. Cet exemple démontre la perversité de la logique de plafonnement à minima qui, bien qu'elle soit accompagnée par des décaissements annuels en fonction des prévisions de perception de la taxe, ne garantit en rien le reversement intégral des cotisations des agriculteurs vers leur écosystème de recherche et d'innovation. En 2022, le gouvernement s'apprête à commettre la même erreur. Quelle que soit la prévision de rendement, prévoir un plafond très bas prend le risque de rogner encore un peu des dépenses de recherche agricole au moment même où ces besoins sont importants, tant en matière d'adaptation au changement climatique, de transition agroécologique, d'agriculture innovante et de lutte contre les ravageurs avec des solutions les plus respectueuses de l'environnement. La Commission estime à l'inverse que la mobilisation financière des agriculteurs en faveur de la recherche agricole doit exclusivement servir à la recherche agricole et une partie de cette distribution sera de nature à financer davantage la recherche et l'innovation agricole tout en finançant l'écosystème favorisant celle-ci, comme les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. On va rehausser le plafond du CASDAR et restituer les ponctions historiques réalisées sur ce fonds au détriment de la recherche agricole. 1. Demandez plus et donnez moins aux communes forestières, le risque d'un effet ciseau. Le contrat d'objectifs et de performance COP État-ONF, approuvé par le conseil d'administration de l'Office en juillet, prévoyait d'augmenter la contribution des communes forestières de 7 millions d'euros en 2023 et de 10 millions d'euros par an en 2024 à 2025. 28 millions d'euros en 3 ans. Certaines communes ont voulu sortir du régime forestier car si la hausse des contributions de l'État se justifie par la nouvelle prestation qu'il impose à l'ONF, celle demandée aux communes n'est pas corrélée à une amélioration du service, le COP prévoyant même une baisse de 475 emplois en 2025. Les rapporteurs saluent donc le rétropédalage du gouvernement en novembre sur la hausse prévue des contributions. La situation financière de l'ONF reste cependant préoccupante et les élus locaux se plaignent de plus en plus du manque d'agents sur le terrain. Les rapporteurs estiment qu'au prix d'une réorganisation interne, 2 agents sur 3 de l'ONF devraient être présents dans nos forêts contre la moitié seulement aujourd'hui.
Sur 8 735 emplois, environ 365 agents sont au siège national et 4 000 dans la structure intermédiaire. Sur le terrain, il y a 2 000 ouvriers forestiers, bûcherons et 2 500 techniciens forestiers, ex-gardes forestiers. Les effectifs de ceux-ci ne peuvent être rognés car ils constituent le maillage local clé pour l'adaptation des forêts au changement climatique par la surveillance sanitaire des massifs ou la migration assistée des espèces. Entre 2018 et 2020, le scolite a causé le dépérissement de 30 000 hectares de peuplement forestier, déjà affaiblis par des sécheresses liées au changement climatique. Une mission d'inspection a été confiée au CGAAER et à l'IJA afin de trouver des mécanismes de compensation financière pour les communes dont les ventes de bois ont été affectées par cette crise. Les rapporteurs jugent regrettable que les conclusions de la mission pourtant disponibles depuis juin n'aient pas été rendues publiques plus tôt. Ils déplorent que les compensations prévues par un amendement du gouvernement sur la mission en relation avec les collectivités territoriales ne concernent que 30 communes pour un montant estimé de 1 million d'euros, alors que 2450 communes enregistrent des recettes forestières chaque année et que les pertes liées aux ventes de bois sont d'environ 26 millions d'euros en 2020. Le critère d'éligibilité retenu par la mission d'une épargne nette négative des collectivités concernées ne permet pas de les compenser à la hauteur du préjudice subi, alors qu'une logique d'assurance contre l'aléa climatique se justifiait. Proposition de la Commission, plus d'agents de l'ONF sur le terrain et une compensation des effets du changement climatique pour nos forêts communales. Travaux en commission. Madame Dominique Estrosi Sassone, vice-présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord excuser la présidente qui assiste en ce moment même à la conférence des présidents. Nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, que je remercie de sa présence pour aborder avec lui les nombreux sujets agricoles du moment. Avant de vous prêter au jeu des traditionnelles questions d'actualité de nos commissaires, je souhaiterais, Monsieur le ministre, que vous nous dressiez le bilan de la politique agricole du quinquennat qui s'achève. Quelles ont été les grandes avancées et les succès? Et bien sûr, quels ont été vos remords et vos regrets? Quelles ont été les erreurs commises et quels sont les sujets sur lesquels il faut encore avancer? Je suis sûr qu'ainsi cette audition nous permettra de prendre un peu de recul sur notre politique agricole et alimentaire. Après ce temps de réflexion, vous n'échapperez pas, bien entendu, à la salve de questions sur une actualité agricole toujours aussi riche. Nos rapporteurs qui ont décortiqué le budget que vous proposez et que le Sénat n'a pas voulu voter, comme vous le savez, vous interrogeront sur les inquiétudes que cela a fait naître et vous proposeront certaines pistes de travail. Le Sénat a voulu manifester sa grande perplexité à l'égard des modalités de financement du budget présenté par le gouvernement qui n'est pas avare en promesses. Lancer sa campagne avec l'argent des Français n'est selon nous pas une méthode tant il handicape les marges de manœuvre pour les générations futures, dans un environnement économique plus que jamais incertain, fait d'inflation, de guerre commerciale et d'incertitude sur la croissance. Vous nous demandiez de voter un budget catalogue n'ayant qu'un objectif de court terme. Nous l'avons donc refusé.
Je ne doute pas que vous souhaiterez tout de même nous présenter rapidement le budget de votre ministère pour 2022, d'autant que vous avez obtenu une augmentation substantielle des crédits budgétaires. En effet, depuis janvier 2021, vous avez obtenu plus de 4 milliards d'euros supplémentaires en autorisation d'engagement pour le monde agricole, soit plus que le budget annuel via les lois de finances rectificatives. Le plan de relance, le plan France 2030 est le quatrième programme d'investissement d'avenir PIA 4 pour une troisième révolution agricole. Sans vous en retirer le mérite, Monsieur le ministre, je constate non sans surprise que c'est le cas de beaucoup d'autres ministères. Permettez-moi, l'expression nouvelle avant l'heure. Avant cela, j'aurais, Monsieur le ministre, 3 questions à vous poser pour lancer le débat général. La première concerne le projet de loi sur l'assurance récolte dont nous serons saisis au mois de janvier. Comme vous le savez, nous avons pu prendre connaissance de l'avant-projet par voie de presse, sans présager d'éventuelles évolutions d'ici à son examen en Conseil des ministres. Le 1er décembre prochain, profitons de cette audition pour en discuter et entrer dans la mécanique de la réforme à la suite de votre exposé détaillé. La deuxième question est liée puisqu'elle porte sur le varenne de l'eau. Les deuxième et troisième thématiques portent sur l'eau et sur la résilience de notre agriculture. Ce sont des sujets essentiels pour relever le défi du changement climatique. Cela passe par l'irrigation, la France étant à la traîne par rapport aux autres pays européens. Cela passe par des innovations culturelles, des pratiques nouvelles, des technologies de rupture. Cela passe aussi par la génétique. Or, ces questions ne sont pas anodines dans un climat où des délits d'intrusion dans des exploitations se multiplient contre toute innovation permettant justement de renforcer la résilience de notre agriculture au changement climatique. Je pense bien sûr à l'éventrement d'une bassine d'eau à Mosée-sur-le-Mignon. Je pense également au fauchage de semences de tournesol issues de variétés rendues tolérantes aux herbicides de la société Rage dans l'Aveyron. Après le fauchage d'autres semences à Ambérac, quelques semaines auparavant, nous aurons beau jeu de promouvoir des solutions concrètes pour l'innovation. Si elles sont très détruites systématiquement par des casseurs, nous ne progresserons pas. L'agriculture de demain, celle qui résistera au changement climatique et participera à une meilleure préservation de l'environnement, repose sur plus d'innovation et de progrès et non sur un retour à l'agriculture d'hier. Que les prétendus défenseurs exclusifs d'une agroécologie détruisent les pistes les plus prometteuses pour la préservation de notre agriculture et de notre écologie n'est pas le moindre des paradoxes. En tout état de cause, ces actes ne peuvent rester sans réponse. Et c'est sans parler des intrusions dans les établissements d'élevage, créant un climat anxiogène au travail de nos éleveurs. Le gouvernement en a-t-il assez fait pour lutter contre ces atteintes aux exploitants agricoles? Qu'entend-il faire sur le sujet des retenues d'eau? Comment sortir du contentieux européen dans lequel nous sommes englués? Sur la mutagénèse, quelle sera votre position lors de la présidence française de l'Union européenne sur ces sujets? La troisième question concerne ce qui me semble être la grande impensée du quinquennat, à savoir la compétitivité agricole. Nos parts de marché continuent d'être chahutées à l'export. Et en France, nous perdons des volumes dans l'assiette des Français au profit des produits importés. Bien sûr, toutes les filières ne sont pas concernées,
La France étant encore un grand pays agricole, mais traiter le sujet trop tard, c'est cautionner un déclin que nous refusons tous. Je crois que l'illusion du début du quinquennat du tout haut de gamme est dans nous. Toutefois, aujourd'hui, comment faire pour redresser la compétitivité de certaines filières agricoles? Monsieur Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je vous remercie, Madame la Présidente. Au vu des circonstances, j'ai l'honneur non pas de vous présenter les crédits de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales, mais d'échanger avec vous sur un certain nombre de questions. Vous m'interrogez sur la vision de la politique agricole du gouvernement en évoquant de nombreux sujets. Je ferai mon possible pour répondre à toutes vos questions. Notre vision politique agricole est d'abord tournée vers la souveraineté. Je l'ai dit depuis mon arrivée au ministère, la souveraineté est impérieuse. Parce qu'il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté alimentaire. Nous pouvons le constater à travers l'histoire, mais aussi depuis le début de la crise sanitaire, quand nous l'avons peut-être oublié, mais certains pays, y compris européens, ont manqué de denrées dans leur supermarché. Ce qui n'a jamais été le cas en France, justement parce que nous disposons d'une souveraineté agroalimentaire. Cependant, nous savons qu'elle est questionnée, notamment en raison du changement climatique, et nous avons pu le voir avec des périodes dramatiques telles que le gel d'avril dernier qui a impacté bon nombre de nos territoires et qui a conduit le gouvernement à y répondre avec force à hauteur de 1 milliard d'euros. Et je crois pouvoir affirmer que les mesures se déploient rapidement. Ce changement climatique impose de mettre en œuvre des actions très fortes concernant la protection et, le fait d'adapter nos pratiques culturelles pour faire face aux effets directs. Gel, sécheresse, canicule, grêle et indirects, tels que la crise sanitaire et la crise des scolites. Nous avons, concernant cette souveraineté climatique, lancé l'offensive avec le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, sur lequel je reviendrai pour répondre aux questions précises que m'avait posées Madame la Présidente. Le deuxième volet de cette souveraineté, c'est de lutter contre cet état de fait que nous observons année après année, à savoir les importations. Est-il normal que l'Allemagne aujourd'hui exporte plus que nous? Nous importons de plus en plus de fruits et légumes, des lentilles du Canada, alors que nous avons nos lentilles vertes du puits auquel nous sommes si attachés et des poulets brésiliens et ukrainiens, y compris dans des territoires d'élevage. Lutter contre ces importations nécessite des démarches fortes que nous menons au niveau européen. Actuellement, mon combat est l'instauration de clauses miroirs sur les antibiotiques de croissance. Des clauses miroirs liées à la déforestation importée, des clauses miroirs liées à la traçabilité des origines de nos produits. Lutter contre ces importations, c'est aussi investir dans la relocalisation d'un certain nombre de nos productions. L'un des angles forts de notre politique concerne les protéines que nous produisons, un véritable système organisé depuis plus de 50 ans. Souvenez-vous, en 1957, quand le traité de Rome prévoit une politique agricole commune PAC, les Américains nous disent que nous resterons dépendants de leurs protéines. Nous avons enfin pris le taureau par les cornes en investissant massivement aussi bien dans les outils de la PAC qu'au niveau national, avec le plan protéines doté de plus de 120 millions d'euros. Le troisième élément est la souveraineté démographique. Le juge de paix sera notre capacité à renouveler nos générations rapidement, d'ici 5 à 7 ans. Il convient donc d'investir massivement dans le renouvellement des générations et dans l'éducation et l'enseignement agricole auquel je suis très attaché.
Je tiens à le souligner et à saluer les travaux de la mission d'information sénatoriale animée par Jacques, par Jean-Marc Boyer et Nathalie Delattre. Oui, l'enseignement agricole est une pépite qui restera dans le giron du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La souveraineté démographique comporte par ailleurs bon nombre de sujets tels que la capacité d'installation. Nous avons dernièrement, nous avons dernièrement évoqué la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Nous savons qu'il nous faudra aller plus loin sur la question du foncier, mais nous devrons le faire avec méthode. Nous savons que se pose la question de l'accompagnement des jeunes agriculteurs avec les outils de la PAC. Notre deuxième vision, parce qu'elle est la mère des batailles, c'est celle de la rémunération. Vous m'interrogez sur mes remords et mes regrets, Madame la Présidente, et pour reprendre les paroles d'un célèbre chanteur français, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Nous avons eu des remords concernant la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, Egalim. Alors, pour éviter qu'il ne perdure, nous avons voté Egalim 2. La mère des batailles est sans aucun doute la rémunération. D'abord parce que nous n'arriverons jamais à encourager de jeunes agriculteurs à s'installer si nous ne pouvons pas leur assurer de meilleurs revenus. Ensuite, du point de vue de la justice sociale, il n'est pas acceptable qu'ils travaillent en dessous de leur coût de production. Enfin, la meilleure manière de leur demander d'aborder cette transition, que ce soit dans l'agroécologie ou au profit du bien-être animal, ne consiste pas à la leur imposer par une loi. Ce serait à mon sens, mais à les accompagner car les transitions se décrètent avant tout par l'investissement. Or, l'investissement n'est possible que s'ils perçoivent une rémunération. En effet, aucun banquier, public ou privé, n'acceptera d'investir s'ils n'ont pas de revenus. Nous nous battons donc avec beaucoup de force en faveur de cette rémunération. Alors certes, nous devons mieux réguler et certains disent que la loi Egalim 2 est complexe. À cela, je répondrai que non. Elle n'est pas complexe, simplement, elle prévoit de nouvelles règles et elle régule. Le troisième élément de notre vision politique est le sujet de la considération. Il est important de redonner de la considération au monde agricole. Cette considération nécessite d'être offensif sur l'ensemble des sujets. Et je souhaite vous rappeler que je ne parle jamais d'agribashing qui dessert la cause. Je parle de manière offensive de ces entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Le secteur agricole est l'un des plus compliqués car les agriculteurs sont des entrepreneurs du vivant. Et parallèlement, il y a des temporalités, la temporalité des réseaux sociaux, la temporalité de l'injonction, qu'elle soit politique ou dogmatique. Et si nous ne remettons pas de la science, de la raison dans tous ces débats, nous perdons toute considération et toute capacité d'avancer. C'est la raison pour laquelle nous devons remettre la science au centre de tout. Il me semble aussi que nous devons écrire un nouveau chapitre de notre histoire agricole, qui est déjà en cours. Une histoire qui a été marquée d'abord par la révolution du machinisme, après la Seconde Guerre mondiale, puis par la révolution de l'agrochimie dans la seconde partie du XXe siècle. Depuis lors, la seule vision collégialement admise
et dans laquelle nous nous complaisons depuis plusieurs décennies est celle de l'agroécologie. Or, l'immense inconvénient de cette vision, c'est que l'agriculture doit répondre aujourd'hui à trois objectifs. Produire et la crise des engrais que nous vivons actuellement montre à quel point nous sommes peut-être à l'aube d'un problème majeur à l'échelle internationale. Protéger l'environnement et aussi améliorer la nutrition. Or, si votre vision politique n'est qu'une transition parmi toutes, vous faites l'impasse sur les autres objectifs que sont la nutrition et la production. Pour moi, ce nouveau chapitre de l'histoire agricole, c'est cette troisième révolution agricole que vous avez mentionnée. Madame la présidente, et qui est tournée vers le numérique, l'agro-robotique, la génétique et le biocontrôle, et qui permet de concilier les trois objectifs sans en immuniser un par rapport aux autres. Telle est la politique que nous portons qui consiste non pas à ouvrir le tiroir caisse, mais à investir dans quelque chose dans quelque chose de structurant pour notre agriculture et notre souveraineté. Le budget que je n'ai pas eu l'honneur de vous présenter est en augmentation à plus de 120 millions d'euros sur le périmètre du ministère. Je répondrai maintenant aux trois questions que vous m'avez posées, Madame la Présidente. Le projet de loi sur la réforme assurantielle, l'assurance récolte, fait écho au premier des trois blocs de la vision que j'évoquais, à savoir l'impérieuse nécessité de pouvoir se prémunir et de regagner en souveraineté face au changement climatique. Un sujet qui relève aussi de la souveraineté démographique, car je suis incapable d'expliquer à un jeune pourquoi il devrait investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour reprendre une exploitation, alors que potentiellement il aura à subir des épisodes de grêle et de sécheresse, de gel sans être couvert. La refonte totale du système assurantiel est un sujet incroyablement technique. Mais une fois menée à terme, elle sera probablement la réforme la plus structurante depuis la PAC. Je présenterai le projet de loi en Conseil des ministres le 1er décembre. Il sera discuté à l'Assemblée nationale le 16 janvier et au Sénat dans la foulée. Je compte beaucoup sur la sagesse de votre haute assemblée, mais aussi sur celle de l'Assemblée nationale, pour trouver un accord en commission mixte paritaire et permettre une entrée en vigueur de la loi avant la fin de la mandature. Il faut vraiment avoir en tête que ce projet de loi de l'assurance récolte constituera les fondations de la maison. Nous passerons des deux systèmes actuels à un seul, proche du modèle espagnol, conforme à celui présenté dans le rapport de votre collègue député Frédéric Descrozaille. Nous aurons bien évidemment consulté les assureurs et la profession agricole. Une fois ces fondations établies par la loi, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Mais nous aurons 8 mois pour définir la taille des pièces de la maison et la couleur des papiers plans. À savoir déterminer les seuils culture par culture pour les différents systèmes assurantiels prévus par ce projet de loi. L'entrée en fonctionnement est prévue au 1er janvier 2023. S'agissant du variant de l'eau, le deuxième groupe de travail qui avance bien concerne l'appropriation par les filières des outils de protection et d'adaptation du changement climatique. Des filières sont plus en avance que d'autres. La filière vitivinicole, par exemple, nous a déjà remis son plan d'adaptation et de protection. Ces filières bénéficieront d'un accompagnement via le plan de relance et de France 2030. Le troisième groupe de travail porte sur la vision de la gestion hydraulique. Je condamne avec la plus grande fermeté les dégradations qui ont eu lieu récemment dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime.
J'apporte mon soutien aux gendarmes blessés et aux agriculteurs victimes de ces actes. La gestion de l'eau relève de la souveraineté. Nous devons donc avancer avec méthode, une question compliquée depuis que l'homme est sédentaire. Je fais partie de ceux qui considèrent que les projets de territoire pour la gestion de l'eau doivent aller beaucoup plus vite. Une constatation ne peut pas durer 10 ans. Par ailleurs, il convient d'avoir une vision très pragmatique avec des projets à l'échelle des différents bassins versants et je suis persuadé que nous pouvons créer des consensus sur un certain nombre de sujets. Vive la France!